tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence organisée par l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Alors je vais immédiatement passer la parole à Patrick Montier, qui est le président de la section des Pays de la Loire. Bien, bonjour messieurs et mesdames. Nous sommes très heureux de vous accueillir au nom du bureau, des membres du bureau de l'ADEC région Pays de la Loire. Quelques mots sur l'ADEC, donc c'est une association française du développement de l'enseignement technique. Donc très vieille association qui date de 1902. Quand on voit la loi de 1901, on peut penser que c'est sans doute une des dernières associations qui existe encore, je ne sais pas. Donc ici on est section Pays de la Loire, donc c'est une section régionale. Il existe un certain nombre de sections, soit départementales ou régionales, au niveau de la France, qui remontent à un certain nombre de thématiques qui sont discutées de manière nationale, tant sur la formation que l'apprentissage, que bien d'autres sujets. Donc c'est un espace de dialogue entre monde économique, monde institutionnel, et également, bien sûr, le monde de l'éducation, formation, l'éducation nationale, etc. Donc voilà pour une présentation très très rapide de l'ADEC. Il y avait un certain nombre de revues qu'on a mis à disposition au niveau de la salle. J'espère que vous avez pu en prendre. Sachez que ce sont des revues qui sont éditées tous les 3 mois et qui permettent d'avoir un angle à 360 degrés presque sur les problématiques de la formation en France. C'est diffusé à 10 000 exemplaires environ et donc également transmis dans un certain nombre de pays d'Europe. Voilà pour une présentation très simple de l'ADEC. Je ne vais pas être très très long, puisque je crois que le thème le plus important est donc sur la motivation des jeunes, en formation et en entreprise. Simplement, donc avant de passer la parole à M. Petitclerc, qui va bien évidemment nous parler de tout cela, sachez qu'on organise annuellement donc, au moins une conférence débat sur des thématiques transverses. Donc, il y a 4 ans, puisqu'on a commencé à redémarrer cette association, il y a 4 ans pour les Pays de la Loire. Donc, on avait abordé les jeunes face à l'autorité et au pouvoir. Ensuite, nous avons abordé les métiers anti-genre, donc c'est des métiers plus réservés aux femmes ou aux hommes, et inversement. L'an passé, nous avons abordé la question de l'orientation, de l'information, la formation et l'emploi. Quelle relation, quelle corrélation? Et cette année, donc, nous abordons le thème de la motivation des jeunes, qui est un thème qui je crois, interroge un certain nombre de branches professionnelles, je le sais. Voilà, donc n'hésitez pas, il y aura donc un petit jeu d'échange, n'hésitez pas à poser des questions, puisque une des caractéristiques intéressantes et principales, c'est de recueillir aussi, d'essayer de répondre en direct aux différentes questions que vous aurez posées. Je sais que la première question est toujours difficile, mais vous saurez le faire. Bon après-midi. Donc je voulais aussi remercier Jean-Pierre Moreau, qui est délégué académique à la formation professionnelle, d'avoir accepté de participer et d'assister à nos travaux. Il aura la lourde tâche de faire non pas une synthèse, mais de conclure l'ensemble des travaux qui vont nous passionner de le faire cet après-midi. Alors, en quelques mots, donc, nous avons choisi d'organiser une conférence sur le thème de la motivation des jeunes en entreprise et en formation. Et pour ce faire, nous avions proposé à Jean-Marie Petitclerc, qui est présent, de bien vouloir prendre la balle au bon et de nous éclairer un petit peu sur ces interrogations. Alors, en quelques mots, je vous présente notre conférencier. Donc Jean-Marie Petitclerc est polytechnicien, éducateur spécialisé, expert des questions d'éducation dans les zones sensibles et par ailleurs. Il a été confronté aux réalités de la vie dans les quartiers, de la problématique des rues. Il a en particulier, par son action, il s'est impliqué à titre personnel. Par ailleurs, nous savons, il nous a dit qu'il a une vie spirituelle riche, puisqu'il est prêtre. Et en particulier fondateur et directeur de l'association Le Val du Cours à Montreuil. Son expérience l'a conduit à travailler sur la problématique de l'accompagnement des jeunes dans les quartiers et plus généralement dans la ville, et en particulier sur la réflexion sur des solutions qui auraient pu être le
mis en œuvre lorsqu'il a été en particulier conseiller dans certains ministères. Jean-Marie Petitclerc est connu par ses nombreuses conférences, ses ouvrages, et reconnu comme spécialiste de l'éducation et des actions de prévention. À titre d'exemple, il est l'auteur d'une bibliographie assez conséquente depuis 1988, et ce qui le place à la fois en tant qu'expert, le regard qu'il a sur la jeunesse, et en même temps un éclairage sur la relation spirituelle. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour la spiritualité, chacun se fera une opinion et nous aurons peut-être l'occasion d'en faire un débat à un autre moment. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la question de la motivation. Jean-Marie Petitclerc nous proposera sans doute, au travers de ces questions, d'évoquer la problématique des jeunes au travers du statut de la jeunesse ou du statut des jeunes dans la cité. Et éventuellement aussi, nous aborderons la question de la motivation, de ce qui est en mouvement ou pas d'ailleurs. Et puis, pour terminer, sans doute proposer-t-il quelques pistes de réflexion. Merci à lui. Merci. Écoutez, je me réjouis de venir partager avec vous donc cet après-midi quelques réflexions sur cette question de motivation des jeunes. Je me réjouis tout particulièrement de le faire avec vous qui représentez à la fois le monde de la formation et le monde de l'entreprise, car il me semble que le travail sur l'articulation entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation constitue l'un des principaux défis à relever dans notre pays pour le service de la jeunesse. Comme j'aime à dire, le problème du chômage des jeunes en France n'est pas d'abord un problème d'ordre économique. Le problème du chômage est un problème d'ordre économique. Mais le fait d'avoir un taux de chômage des jeunes qui soit le double du taux de chômage des adultes, c'est une spécificité franco-française que nous partageons avec quelques pays de l'Union. Chez nos amis allemands, le taux de chômage est légèrement inférieur au nôtre, il est à 8%, je crois, au lieu de 11%. Le taux de chômage des jeunes est de 3 points supérieur au taux de chômage des adultes. Chez nous, il est le double. Comme j'aime à dire, le problème du chômage des jeunes dans notre pays est un problème culturel. La société française rencontrant aujourd'hui une grande difficulté avec sa jeunesse. Alors le propos que je vais tenir sur ces questions de motivation possède beaucoup d'inspiration. Tout d'abord, celle liée à mon expérience d'éducateur auprès de ces jeunes, souvent qualifiés de décrocheurs. Je n'aime guère cette appellation, car le décrochage, c'est un phénomène, c'est le dysfonctionnement de la relation entre l'institution scolaire et le jeune. Et le fait de qualifier le jeune de décrocheur, c'est une manière de lui faire porter la responsabilité entière du phénomène. Je crois que l'on peut, avec le même degré de vérité, parler d'adolescents décrocheurs et d'institutions décrocheuses. Le décrochage, c'est un phénomène et qui se joue, je crois, en 3 phases. La première phase, c'est lorsque le jeune commence à s'absenter de temps en temps des cours où il s'ennuie, ou commence à être exclu de manière intermittente de l'école à cause de ses comportements, et commence à prendre le goût d'une vie sans l'obligation scolaire. Et puis la deuxième phase, où il va s'affranchir totalement de l'obligation scolaire, il va goûter la liberté de la rue. Le problème, c'est qu'il va rencontrer dans la rue des jeunes de son âge qui, eux aussi, ont décroché, et très souvent, le cannabis fait partie de la culture de ces mots. Et puis, une troisième phase, où après une période d'ennui, une période de vacances, mais le mot vacances ne ressemble plus au mot loisir, le mot vide, il commence à se dire, pensant un peu à sa vie future, qu'il serait peut-être utile qu'il puisse se rapprocher. Mais la grande difficulté dans notre pays, c'est que autant au moment de la seconde phase, lorsque le jeune vient dire merde à toutes les institutions adultes, les institutions ne supportent pas, elles se mobilisent fortement, les CIO, les lycées, les missions locales, on lui fait proposition sur proposition, et le jeune ne répond pas. Et puis, lors de la troisième phase, lorsqu'il a envie de raccrocher, les institutions sont un peu découragées par tant d'initiatives effectuées qui n'ont pas été couronnées de succès. Autrement dit, ce décalage que lorsque le jeune est complètement démotivé, les institutions sont complètement motivées, et lorsque le jeune se remotive,
les institutions sont, elles, à leur tour, démotivées. Alors, l'idée d'accompagnement que nous mettons en place sur Val-de-Co, l'association que je dirige, c'est cet accompagnement sur ces 3 phases. Première phase, c'est le service d'accompagnement éducatif et scolaire, et nous sommes entrés dans le dispositif de la Fondation de France Aidons les collégiens à réussir. Nous allons négocier avec les principaux de collèges des conventions tripartites, collège, Val-de-Co, famille, où on va alléger un peu l'emploi du temps du jeune, en particulier en lui évitant les cours, soit où ils s'ennuient de trop, soit où ils posent de trop grands problèmes de comportement. Et il va y avoir une double prise en charge entre le collège et notre association pour accompagner ces jeunes et tenter d'éviter le décrochage total. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le centre d'accueil de jour, où là nous accueillons des jeunes confiés par les services sociaux ou les tribunaux pour enfants, car ils se mettent en danger dans ces situations d'errance. Et puis la troisième phase, c'est la plateforme de rapprochage, une plateforme financée par la région, qui va faire sas entre des jeunes qui ont envie de se remotiver sur un projet de formation, et puis les institutions pour essayer de réouvrir les portes. Nous savons combien il est difficile, lorsqu'on a quitté l'institution, de pouvoir y retrouver une place 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois après. Et donc, toute cette réflexion sur cette question de motivation est largement inspirée de cette expérience d'accompagnement d'adolescents qualifiés de décrocheurs. Et puis, deuxième source d'inspiration, celle de l'accompagnement de chefs d'entreprise. Je travaille comme expert à l'APM, à l'Association pour le Management, qui est une association de chefs d'entreprise, du club de chefs d'entreprise, qui se réunissent une fois par mois, parfois sur des thèmes très techniques et parfois sur des thèmes plus sociétaux. Et j'interviens beaucoup auprès de ces chefs d'entreprise sur la question de l'accueil des jeunes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et sur la question que pose leur management. Et combien j'ai découvert, au contact avec ces chefs d'entreprise, que parfois l'obstacle principal à l'insertion professionnelle des jeunes réside moins dans l'absence de qualification, car il existe de merveilleux tuteurs en entreprise, prêts à transmettre leur savoir-faire, qu'à l'écart comportemental entre les comportements attendus dans le monde de l'entreprise et les comportements dans lesquels sont enquistés ces jeunes, en particulier ces comportements liés à la culture de quartier. Et le problème, c'est que toutes nos problématiques d'insertion, j'intervenais hier auprès de professionnels de l'insertion, toutes les problématiques de l'insertion ont bien été renouvelées depuis les années 70, les années Schwartz. Schwartz, c'était un grand pilier, mais tout autour de l'acquisition d'une qualification. Préqualification, qualification. Alors que le problème aujourd'hui n'est pas fondamentalement celui-là. Le problème est celui de l'inadéquation des comportements des jeunes, de leur absence de motivation, pour pouvoir effectivement prendre leur place dans ce monde professionnel de l'entreprise. Alors je voudrais, brièvement, car le temps m'est compté, parler un petit peu de cette jeunesse. Quelles sont les évolutions de cette jeunesse dans notre monde en mutation. Dans un deuxième temps, voir combien ces évolutions peuvent constituer des obstacles à cette motivation pour la dimension professionnelle de leur vie. Et afin non pas de philosopher sur le sujet, mais bien sûr d'ouvrir quelques pistes de réflexion pour tenter de maintenir vive la motivation chez nos jeunes adolescents et nos jeunes amis. Parlons un peu de la jeunesse. Alors je sais que des sociologues font de grands discours sur la génération X, la génération Y, la génération Z. Je me méfie un peu de ce discours de sociologue, car c'est un discours qui nous laisserait quelque part entendre que les jeunes seraient différents, viendraient d'une planète différente. Alors que fondamentalement, ce qui a changé, ce n'est pas le jeune. Vivre la puberté en l'an 2013, c'est la même chose que vivre la puberté en l'an 1960. Ce qui a fondamentalement changé, c'est la manière dont nous, les adultes, accompagnons les enfants et les adolescents depuis leur naissance. C'est ça qui a changé, c'est pas le jeune. C'est l'accompagnement que les adultes, dans le milieu de la famille, dans le milieu de l'école, dans le milieu de la ville, effectuent de ces jeunes. Je prends un exemple. On parle beaucoup de la violence, de cette montée de la violence à laquelle on assiste chez la jeune génération. Mais, comme j'aime à le dire, la violence, c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. Or, en conflit avec B, vous supprimez B, il n'y a plus de conflit. La manière naturelle d'exprimer sa colère, c'est la violence. Si je commence à casser toutes les chaises, vous allez me dire, je suis vraiment en colère. Ce qui n'est pas naturel, et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. Le fait que vous soyez sagement assis sur une chaise à l'heure difficile de la sieste en train de m'écouter, ça c'est pas naturel du tout. Ça c'est
protection. Autrement dit, le problème de la violence des enfants et des adolescents n'est pas d'abord un problème d'enfants et d'adolescents. J'entends aujourd'hui des parents, des instituteurs, des animateurs me dire que se passe-t-il? Ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. J'aimerais répondre, le bébé du XXIe siècle ne naît pas plus violent que le bébé du XXe. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est un problème d'adultes. La question qui se pose à nous tous, c'est comment se fait-il que notre génération est moins à l'aise pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration chez l'enfant qui grandit, combien de faits de violence j'observe dans les foyers d'adolescents en difficulté que je dirige, qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent de gérer la frustration posée par le non, posée par une limite. Mais gérer sa frustration, c'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent qui grandit, à gérer ses pulsions agressives pour qu'elles ne se transforment pas en violence. Il lui revient d'apprendre d'autres modes de résolution des conflits que le recours à la violence, que peuvent être la négociation, la conciliation, l'arbitrage, la médiation, le recours à la justice. Alors quoi, je lutte un peu dans ma profession contre cette dérive. Un gamin pose un acte violent, notre réponse va voir le psy. Comme si le problème était en lui. Alors que très souvent, le problème est celui de son environnement qui ne lui a pas appris à gérer la frustration, à gérer son agressivité, à apprendre l'usage d'autres modes de recours à la violence. Mais le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas celui de la jeunesse, c'est celui de l'accompagnement de la jeunesse. Alors, lorsque je dis ça, je ne dis pas que les parents d'aujourd'hui seraient de plus mauvais parents, que les éducateurs d'aujourd'hui seraient de plus mauvais enseignants que leurs aînés, ou que les enseignants d'aujourd'hui seraient moins performants que leurs aînés. Je dis qu'il est plus difficile d'éduquer, d'accompagner les jeunes dans le contexte d'une société en mutation que dans le contexte d'une société beaucoup plus stable et beaucoup plus certaine de ses valeurs et de ses modes de fonctionnement. Je parle bien d'une société en mutation, parce que vous savez, les politiques nous parlent de crise. Ça fait 40 ans qu'on nous parle de crise. 40 ans. Rappelez-vous le premier choc pétrolier. Et puis quand le cours du pétrole remontera, la crise sera terminée. Une crise qui dure, ce n'est pas une crise. Ça s'appelle une mutation. Et personnellement, je dénonce avec force ce discours sur la crise, car c'est un discours un peu lignifiant, qui laisserait entendre qu'il suffirait de tenir bon pendant les turbulences de la crise, et que l'on pourrait rêver d'un après-crise qui puisse ressembler à l'avant-crise. Bon, personnellement, je ne crois pas trop à ces retours en arrière de l'histoire. Je pense effectivement que nous vivons une grande période de mutation sur le plan géopolitique, avec un décentrement du centre de gravité du monde, de l'Occident vers l'Asie, mutation sur le plan technologique, avec l'avènement du numérique et des nouveaux moyens de communication, mutation sur le plan économique, avec le phénomène de mondialisation, mutation sur le plan biologique, avec la capacité de l'homme de pouvoir intervenir sur la création de l'homme, mutation sur le plan écologique, un autre rapport à la planète. Nous vivons dans ce contexte de mutation, et il est vrai qu'il est plus difficile d'éduquer, d'accompagner les jeunes dans un tel contexte. Et cette manière différente que nous avons d'accompagner les jeunes génère, à mes yeux, 3 caractéristiques. Alors, en bref, je risque d'être un peu caricatural, mais il me semble que c'est 3 grandes lignes d'évolution. Je parlerai tout d'abord donc du primat de l'affectif sur l'institutionnel. Ce qui caractérise le comportement de nos jeunes, à la fois dans nos classes de lycée professionnel, à la fois dans l'entreprise, c'est qu'ils sont un peu sur le mode, excusez la vulgarité du propos, je sens que tu m'aimes, je t'écoute, je sens que tu m'aimes pas, je t'emmerde. Qui que tu sois enseignant, que tu sois chef d'atelier, on sent donc que ce primat de cette dimension affective, de la reconnaissance affective du jeune, qui passe devant la question du statut que confère l'institution. Et là encore, c'est pas tant un problème de jeunes que c'est le problème de l'évolution de la famille. Ce qui caractérise l'évolution de la famille moderne, depuis 4 décennies, c'est ce primat d'affectif sur l'institutionnel. J'ai participé récemment à la fête des 60 ans de mariage de mes chers parents. Je suis assuré que pour 60 ans de mariage, l'affectif, il a des hauts et des bas. Mais à l'époque, lorsque l'affectif était un peu en campagne, on se raccrochait à la force du lien institutionnel. Aujourd'hui, au nom de l'authenticité des sentiments, de la vérité de la relation, je fais un constat, aucun jugement, un constat de sociologue,
on s'aperçoit que les choses se sont inversées. Si l'affectif est en train de vague, aussitôt il y aura la rupture du lien institutionnel. D'ailleurs, on voit l'évolution des débats de notre société. Alors non, on s'aime. On est homo, on est hétéro, qu'importe, on s'aime. On a droit à l'institutionnel. On voit bien, changeons. Et que l'affectif devient quelque part le pôle organisateur. Et que ceci a bien sûr des conséquences sur la manière d'accompagner les enfants et les ados. Car combien je rencontre de parents qui ont de plus en plus de mal à dire non à leur adolescent. Car vous savez tous, si vous êtes parents d'adolescents, dire non à son ado de 16 ans un soir à 19h, ça vous gâche toute la soirée. Essayez, ça vous gâche toute la soirée. Il va revenir à la charge, il va lâchement profiter d'une nana salle de bain pour trouver votre conjoint et dire tu sais, non, moi d'accord, si toi il est d'accord, vous allez vous charger au couple. Vous lui dites à quelle heure tu veux rentrer, chérie? La soirée est sauvée. Et si vous dites non à votre gamine de 10 ans, elle va pas dans les 5 minutes qui suivent sauter dans vos bras en disant j'ai les parents les plus chiants du monde. Elle va dire c'est pas possible que je sois né dans une famille aussi ringarde. Toutes mes copines, entendez bien, toutes mes copines ont la chance d'avoir des parents modernes et compréhensifs. Et moi, il a fallu que je tombe dans cette famille qui comprend rien à la modernité. C'est pas du tout gratifiant quand on est parent. Et combien je rencontre de parents alors que je n'achèterai pas la terre? Car il me semble que c'est le signe d'une vie sociétale pas assez gratifiant. Combien je rencontre de parents qui rêveraient que l'espace familial soit un espace permanent de gratification. La vie est tellement dure dans l'entreprise, la vie est tellement dure dans les transports, que lorsqu'on revient dans la cellule familiale, ce n'est pas pour se recoltiner des conflits. Et on voit effectivement la difficulté de plus en plus grande de certains de nos jeunes à être confrontés à la limite. D'autant que la ville connaît cette évolution, le citoyen moyen, avec la montée de l'individualisme ambiant, se sent plus légitimé pour intervenir auprès de l'enfant qui n'est pas le sien. Alors l'école devient le seul lieu dans la société où on impose les règles d'une vie de groupe. Bien sûr, les tensions sont de plus en plus vives à l'école. Le climat de l'école aujourd'hui n'a rien à voir avec le climat de l'école il y a une quarantaine d'années. Et lorsque des enseignants se plaignent du comportement de leurs élèves en groupe classe, je leur dis, mais plaignez-vous auprès de vos collègues. Où voulez-vous qu'ils l'apprennent? Faites un sondage dans votre classe de première année de CAP, demandez aux jeunes lesquels font partie d'une vie de groupe en dehors de la classe. Si un quart des voix se lèvent, ceux qui ont la chance de participer à un mouvement de jeunesse ou à un mouvement sportif, pour les 3 quarts d'entre eux, l'école est devenue le seul lieu où la société impose les règles du vie de groupe. Et on sent effectivement une très forte dégradation du climat de l'école. Car effectivement, nos jeunes vont vivre dans un registre relationnel où l'affectif prime sur l'institutionnel. La deuxième ligne d'évolution, c'est le primat de la culture de notre père sur la culture intergénérationnelle. Vous savez, le jeune circule tous les jours dans 3 lieux. Il passe du temps en famille, il passe du temps à l'école, et puis il passe du temps dans la cité avec les copains. Chacun de ces lieux est marqué par une culture un peu différente. La culture familiale, empreinte des traditions des pays d'origine, c'est vrai qu'on ne va pas en milieu pluriethnique, pluriculturel, plurireligieux. On emprunte des traditions du monde rural, du urbain. La culture scolaire, empreinte des traditions républicaines, que nous citons aujourd'hui sur les valeurs de la République, citoyenneté, la laïcité. C'est la culture de l'école, qui ne correspond pas vraiment à la culture musulmane pour lequel bon nombre de jeunes que je côtoie grandissent. Et puis, la culture de la rue, qui est fondamentalement devenue une culture de l'autre jeune, de l'autre père, les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Il me semble qu'une des évolutions importantes de la jeunesse d'aujourd'hui réside dans le fait que cette culture de notre père a tendance à devenir de plus en plus prégnante. Je m'explique. Lorsque j'étais moi-même adolescent, il m'arrivait d'inventer des mots pour être compris de mes copains sans être compris des adultes. Mais lorsque je fréquentais les institutions gérées par les adultes, je savais m'aligner sur les codes adultes. Alors qu'aujourd'hui, je commence à découvrir des ados qui parlent à leurs parents comme ils parlent à leurs copains, et je rencontre des enseignants en zone d'éducation prioritaire qui sont les seuls à parler français. Tous les autres parlent banlieue. Non seulement lorsqu'ils s'adressent entre eux, ce qui à la limite pourrait se comprendre, mais même lorsqu'ils s'adressent à l'institution. Donc, nous avons cette culture de notre père, avec ses codes vestimentaires, ses codes langagiers, ses postures, qui a tendance à devenir de plus en plus prégnante, qui a tendance à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci est dans le cœur du quartier, c'est qu'un des grands combats que j'ai menés
lorsque je travaillais au ministère de la Ville, c'était de permettre aux jeunes des quartiers d'être scolarisés avec d'autres que ceux du quartier. Et qui a tendance à marginaliser la famille. Les parents, je me rappelle pas correctement l'espace familial, mais le jeune échappe de plus en plus à cet espace. Car la grande différence entre l'adolescent d'aujourd'hui et l'adolescent que j'étais, c'est que moi-même, lorsque je sortais de l'école pour rentrer le soir en famille, je quittais l'univers de mes copains pour m'inscrire dans la sphère familiale. Aujourd'hui, avec leur téléphone portable, avec le fonctionnement des réseaux sociaux, ils ne quittent jamais l'univers des copains. L'univers des copains entre dans la famille. Je rencontre des jeunes qui physiquement sont dans la sphère familiale, mais mentalement continuent d'évoluer dans la sphère de l'entrepère. Participer à un dîner familial, le gamin tweetait entre les plats. T'es où? Tu fais quoi? Bon. Et on sent donc cette culture de plus en plus prégnante, cette culture d'entrepère, qui a tendance effectivement à envahir les autres champs, envahir la famille, envahir l'école, parfois même envahir l'entreprise. Et enfin, la troisième ligne d'évolution, c'est le climat de l'instance sur la durée. Et là encore, il ne s'agit pas tant d'une évolution des jeunes qu'une évolution du discours que nous, adultes, tenons aux jeunes. La source principale des difficultés de notre jeunesse dans notre pays réside dans le discours négatif que les adultes portent sur demain. C'est un peu étrange ce qui se passe dans notre pays. Je me souviens, permettez cette anecdote personnelle, j'avais 9 ans en 62, ce qui donne une indication sur mon âge, pour les forts en calcul mental. Mes parents avaient connu les affres du débarquement en Normandie, la ruine de leur belle ville de Rouen. Je peux vous assurer que c'est terrible à 20 ans de voir en ruine tout l'héritage familial et tout ce qu'ils avaient construit jusqu'alors. On était en plein blocus de Cuba. Menace de guerre nucléaire totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Le pauvre Europe se trouvait au milieu. L'histoire du monde s'est jouée dans la relation Kennedy-Khrouchtchev. On était en plein processus sanglant de décolonisation d'Algérie, avec des attentats qui n'avaient pas lieu là-bas en Irak ou en Afghanistan, des attentats qui avaient lieu tous les jours, des deux côtés de la Méditerranée. Et même le président de la République a failli y rester au petit Clamart. Telle était l'ambiance de la France en 1962. Eh bien, je me souviens, le gamin que j'étais, le soir en m'endormant, je feuilletais les dernières pages de mon encyclopédie et je rêvais de la voiture de l'an 2000, du robot de l'an 2000 et de la fusée de l'an 2000. Autrement dit, mes parents, qui avaient bien plus de raisons objectives que nous de s'inquiéter de l'avenir à très court terme, et qui avaient en mémoire les destructions massives de la guerre, étaient néanmoins capables d'enthousiasmer leurs gosses sur demain. Sondage effectué aujourd'hui auprès d'adolescents de 13-16 ans sur le thème « À quoi vous fait penser demain ?», les 3 premières images associées, la peur de la pollution, le fond de la planète, la peur du chômage, la peur du terrorisme. Bonjour l'envie de grandir. Il est évidemment beaucoup plus difficile d'être jeune dans une société qui se projette négativement sur demain que dans une société qui se projette positivement sur demain. Vous savez, on parle